Mandalay fut la capitale de la Birmanie de 1860 à 1885. De cette époque, la ville a conservé l'enceinte fortifiée qui entourait le palais royal, mais les bâtiments en bois sont partis en fumée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Du haut de la colline de Mandalay, la pagode Kuthodaw se distingue par son stupa doré. Entourée de 700 stupas blancs, la pagode constitue le plus grand livre du monde. Chacun des stupas abrite en effet une stèle de marbre gravée du canon bouddhique. 80 à 100 lignes de texte sont gravées sur chaque face de la stèle en écriture birmane. Un scribe mettait 3 jours pour copier le texte sur les 2 faces, et le graveur pouvait faire 16 lignes par jour. Après que la pagode Kuthodaw ait servi de cantonnement à l'armée britannique, il fallut restaurer la plupart de ces stupas au début du XXe siècle. Avec près d'1 million d'habitants, Mandalay est la seconde ville de Birmanie. À l'origine, le bâtiment qui abrite le monastère Chwenandaw faisait partie des appartements royaux bâtis dans l'enceinte fortifiée du palais. À la mort du roi Mindon, en 1878, son fils, qui pensait ce bâtiment hanté, le fit démonter pour le reconstruire à l'extérieur du palais. Il le transforma en monastère dédié à la mémoire de son père. C'est grâce à ce déménagement que ce bâtiment fut le seul préservé après la destruction du palais royal lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le monastère Chwenandaw est une structure en teck sculpté, ciselée selon les principes de l'architecture birmane du XIXe siècle. Les cloisons et les portes sont décorées de danseurs, de fleurs, de pampres, d'animaux mythiques. Le raffinement des décorations laisse imaginer la richesse du palais royal disparu. À une dizaine de kilomètres de Mandalay, la ville d'Amarapura compte de nombreux ateliers de tissage sur soie. Avec le bruit des machines, cet atelier finit par ressembler au temps moderne de Chaplin, mais ce n'est rien par rapport au travail des batteurs d'or. Pendant des heures, ces ouvriers frappent des feuilles d'or pour les réduire, au bout de plusieurs phases, à quelques microns d'épaisseur.
Ces feuilles d'or sont ensuite découpées et assemblées en petits paquets pour être vendues aux fidèles bouddhistes qui les utiliseront comme offrande. La pagode Mahamuni est le plus important sanctuaire bouddhique de Mandalay. Cette statue du Bouddha est très vénérée car selon la légende bouddhiste, elle aurait été fondue du vivant du Bouddha lui-même, qui l'aurait consacré en lui infusant son propre souffle. Les experts estiment que la statue a en fait été fondue au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle est recouverte de tant de couches de feuilles d'or que le Bouddha en a pris un aspect boursouflé. Ces photographies illustrent la déformation progressive de la statue depuis 1901. Dans la pagode se déroule une cérémonie de noviciat, le Shinpyu. La coutume birmane impose à tout homme d'effectuer 2 retraites monastiques dans sa vie. La première comme novice, entre l'âge de 10 et 20 ans, puis la seconde comme moine, à n'importe quel moment de sa vie. Pour les familles aisées, la cérémonie de noviciat se célèbre en grande pompe. Les jeunes sont habillés de costumes princiers et conduits en grande procession jusqu'à la pagode. Les jeunes filles peuvent aussi prononcer leurs vœux et devenir nonnes. Mais leur prestige est moindre car elles ne pratiquent pas de cérémonie pour le compte des fidèles et elles s'imposent moins de préceptes bouddhistes que les hommes. Une fois au monastère, on rasera les cheveux des novices et leur apprentissage durera entre 1 semaine et 1 mois. À la sortie du sanctuaire, de nombreuses échoppes où se côtoient chiromanciens et boutiques de souvenirs, pas toujours du meilleur goût. Le monastère de Mahaganayon à Amarapura est l'un des plus importants centres d'études bouddhiques du Myanmar. Il a été fondé en 1914 et accueille dans ses vastes bâtiments plus de 1100 moines. Dans les cuisines, on prépare l'unique repas de la journée qui doit être pris avant midi. Des groupes de fidèles prennent place pour apporter des offrandes de nourriture. Mais on aurait dit ce matin-là que tous les touristes présents dans la région de Mandalay avaient convergé vers le monastère. On voit là les conséquences du choix regrettable des agences de voyage ou des guides de tourisme de convier leurs clients à assister au repas des moines dans un même lieu. D'où ce spectacle dérangeant de moines allant prendre silencieusement leur repas entre des rangées de touristes. Ce matin-là, j'aurais préféré être ailleurs.
Au coucher du soleil, des jeunes pêchent dans les eaux peu profondes du lac Tongtaman à Amarapura. Construit en 1841, le pont Ubain est le plus long pont de teck du monde. Sa passerelle, de 1,2 km, repose sur 1 millier de piliers, dont quelques-uns ont malheureusement été bétonnés. Au coucher du soleil, la vie quotidienne, avec ses passants et ses moines qui se croisent, devient un spectacle inoubliable. Mandalay est bâti sur la rive est de l'Irrawaddy, que les Birmans appellent Ayeyarwaddy. Nous allons descendre le fleuve sur une dizaine de kilomètres pour atteindre l'ancienne cité de Mingun. Ces jeunes sondent le fleuve à la recherche de billots de teck qui auraient pu couler, car le tronc de cet arbre est si dense qu'il ne flotte pas. La blanche pagode Setaya abrite une empreinte du pied de Bouddha. Nous accostons en contrebas des exceptionnels vestiges de Shinto qui sont à la dimension du temple de Mingun. À la fin du XVIIIe siècle, des milliers d'esclaves et de prisonniers de guerre travaillèrent à la construction du projet grandiose du roi Bodapaya de construire une pagode haute de 150 mètres, soit 3 fois la taille des vestiges actuels. La mort du roi interrompit la construction en 1819 et 20 ans plus tard, un tremblement de terre fissura gravement le monument, provoquant l'effondrement de la terrasse supérieure. Au bord du fleuve, les deux Shinto qui gardaient l'exceptionnelle pagode. Sous ce pavillon est conservée la cloche que le roi avait fait fondre à la dimension de sa pagode. Cette cloche de 90 tonnes serait aujourd'hui la plus grande au monde, suspendue et en état de fonctionnement. La pagode Simbyume, construite en 1816, est l'une des plus originales du Myanmar. Son plan reproduit celui du sanctuaire, supposé se dresser au sommet du mont Meru, le mythique centre de l'univers des bouddhistes. Les terrasses ondulantes figurent les chaînes de montagnes entourant le mont Meru.
Dans la pagode, la vision inhabituelle de deux Bouddhas assis l'un derrière l'autre. Les interprétations divergent sur cette étrange installation. Nous poursuivons notre découverte des cités anciennes en direction d'Ava, située un peu en aval de Mandalay. Le pont d'Ava a été construit par les Britanniques en 1934. Il a été récemment doublé d'un deuxième pont sur l'Irrawaddy. De sa splendeur passée, Ava n'a conservé que quelques monuments que l'on atteint en calèche en traversant de beaux paysages de rizières. Ava fut pourtant la capitale du royaume birman pendant plus de 4 siècles, jusqu'au transfert en 1841 de la capitale à Amarapura. Le monastère de Bagaya est un bel exemple de l'architecture de teck du XIXe siècle. Le haut des piliers est protégé par des blocs de pierre sculptés qui préservent le bois de l'humidité. Ce bassin, qui mériterait d'être restauré, faisait partie du palais royal. La tour de guet de Nanmin est le seul autre vestige du palais. Un séisme a entraîné l'effondrement de la partie supérieure en 1838 et le reste de la tour en a gardé sa forte inclinaison. Le monastère de Menou a été bâti en 1822 par l'épouse du roi à l'intention du prêtre royal. C'est un rare exemple de construction monastique en briques et en stuc. Les autoroutes sont une des absurdités du régime, construites à grands frais et souvent sous la contrainte, pour un trafic automobile presque inexistant. Le mont Popa est un ancien volcan qui culmine à 750 mètres au-dessus de la plaine avoisinante. C'est le lieu de culte des esprits birmans, les Nats. Les escaliers du sanctuaire ont été colonisés par des singes très entreprenants. De nombreux pèlerins viennent visiter le mont Popa pour y vénérer les 37 grands Nats. Le culte des esprits a précédé l'introduction du bouddhisme en Birmanie et il a continué depuis de cohabiter avec lui. Dans les villages, les maisons abritent souvent des hôtels des Nats.
Mahevuna est l'un des naths les plus vénérés. C'est l'ogresse mangeuse de fleurs. Elle est entourée de ses 2 fils. Au sommet du mont Popa, plusieurs petits temples abritent des statues du Bouddha et des esprits. Le bouddhisme et le culte des naths coexistent aujourd'hui. Pour les Birmans, le Bouddha prend en charge les vies futures, les naths, les préoccupations de la vie quotidienne. La plupart des naths possèdent leur sanctuaire dans les pagodes, qui sont honorés lors de pèlerinages ou à la pleine lune. La plaine de Bagan est le site archéologique le plus réputé du Myanmar. Entre le XIe et le XIVe siècle, les rois de Bagan construisirent dans cette vaste plaine plus de 4400 temples et pagodes, dont la moitié a subsisté jusqu'à aujourd'hui. On pénètre dans le vieux Bagan par la porte de Tarabar, vestige des remparts du XIe siècle. De part et d'autre de la porte, des niches sont dédiées aux naths. Le temple Godapaline date de la période tardive de Bagan. Le temple Mahabodhi est une copie d'un temple indien érigé à Bodh Gaya. Quelques temples de Bagan ont conservé des vestiges de leurs décors de fresques. Le site n'est plus habité depuis 1990, lorsque le gouvernement a contraint les villageois à s'installer à l'extérieur du vieux Bagan. Édifié entre 1211 et 1218, le temple Tilominlo est chronologiquement le dernier des grands temples bouddhiques de Bagan. À l'intérieur, 4 Bouddhas s'adossant au pilier central font face aux 4 points cardinaux. Les portes du sanctuaire sont ornées de beaux décors en relief de briques. Sous son extérieur modeste, la salle d'ordination abrite de belles fresques colorées, peintes après l'apogée de Bagan, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est dans ce bâtiment qu'étaient ordonnés les prêtres.
L'extraordinaire profusion de temples et de pagodes témoigne de la ferveur religieuse qui s'empara des rois de Bagan après leur conversion au bouddhisme Theravada. On ne peut qu'imaginer ce qu'était Bagan à l'époque de sa splendeur, lorsque palais et monastères de bois voisinaient avec ses milliers de temples et de pagodes. Au loin, le temple Tat Binyu est le plus élevé de Bagan. Ses 2 étages, surmontés de terrasses, culminent à 63 mètres. Reconnaissable à son zédi doré, le temple d'Ananda est peut-être le plus beau et le plus vénéré de Bagan. Les flèches ont été dorées en 1990 pour le 900e anniversaire de la construction du temple. Aux 4 points cardinaux, des Bouddhas debout accueillent majestueusement les fidèles. Le Bouddha du Sud est représenté avec les mains dans la position symbolisant le premier sermon du Bouddha. Son visage souriant de loin devient plus sévère lorsqu'on est à ses pieds. Le pilier central est entouré de déambulatoires où s'ouvrent des fenêtres et des niches. Le Bouddha de l'Ouest est figuré main ouverte vers l'extérieur, dans le geste de l'absence de crainte. Ces 2 Bouddhas très vénérés représenteraient l'un le roi constructeur du temple et l'autre le moine qui initia les souverains Bamar au bouddhisme Theravada. Sous les feuilles d'or, les Bouddhas sont sculptés en bois de teck. Le Dhammayanggi est un temple fortifié du XIIe siècle. Dans le sanctuaire voisinent les statues du Bouddha historique, Gautama, et du Bouddha du futur, Maitreya. Le coucher du soleil fait de Bagan un endroit absolument magique. Pour contempler sereinement le coucher du soleil, mieux vaut éviter la pagode Shwezando, dont les terrasses pyramidales se révèlent trop courues par les photographes. Ce matin, à Bagan, près du marché, les coiffeurs manient ciseaux et tondeuses. Les bambous travaillés dans cet atelier de laquage proviennent des forêts de l'Arakan et de l'État de Chine. Une fois découpé en lanières, le bambou est assoupli pour lui donner la forme de l'objet désiré. Le lac est une résine tirée d'un arbre appelé le titsi. La sève du laquier a une forte qualité d'adhérence et un brillant exceptionnel. On voit ici les différentes phases du laquage d'un bol.
7 couches de laque seront posées pour fabriquer les plus belles pièces, dont les dernières en couleur. La gravure se fait à main libre, sans modèle et de mémoire, à l'aide d'un simple stylet. La quête des moines fait partie du quotidien des Birmans. Elle leur permet d'honorer les religieux et d'acquérir des mérites. À Nyanghu, près de Bagan, la pagode Shwezigon a été construite à la fin du XIe siècle pour abriter un fragment de la mâchoire et une dent du Bouddha. Son architecture a plus tard servi de modèle au plus grand stupa du Myanmar. Près de la pagode, ce petit temple abrite un Bouddha élancé, caractéristique du style du Gandhara. Les terrasses sont décorées de plaques de terre cuite, décrivant des scènes des Jatakas, les vies antérieures du Bouddha. Les angles des terrasses sont gardés par des lions à double corps. De grands Bouddhas de style Gupta se dressent à chacun des points cardinaux. Leurs vêtements épousent étroitement la forme du corps. De la main gauche, ce Bouddha fait le geste d'exposition et la main droite figure l'absence de crainte. Au pied de la pagode, ce temple protège un Bouddha récent. Ses murs sont décorés de sculptures polychromes présentant des scènes mythologiques. Nous restons dans la région de Nyanghu avec le temple de Nandamanya qui date du XIIIe siècle. Il a conservé de belles fresques raffinées figurant les Bouddhas des temps passés. Avec ses murs blanchis à la chaux, la pagode Lemetnya se distingue aisément sur la plaine des temples. Son sikara élancé possède une flèche à l'indienne, semblable à celle du temple Ananda. Le temple Tayokpye est l'un des derniers bâtis à Bagan avant la prise de la ville par les Mongols. Le temple de Manua mériterait d'être restauré. Il appartient en effet à l'histoire de Bagan, car c'est dans ses murs que fut enfermé le dernier roi Mon, par Anavrata, l'initiateur de la grandeur de Bagan. On dit que ces grands Bouddhas, à l'étroit dans le petit temple, figureraient l'enfermement du dernier roi Mon. La pagode Bhupaya fut la première à être érigée au IXe siècle au bord de l'Irrawaddy. C'est par ce monument originel que nous achevons notre parcours à Bagan, incomparable témoin de la ferveur du bouddhisme birman. À une quarantaine de kilomètres de Bagan, le village de Salé est un centre religieux important qui compte de nombreux monastères. Le Kyang Yukson a été construit à la fin du XIXe siècle sur la copie d'un palais royal. Les sculptures de la façade représentent des scènes de la vie à la cour royale et des épisodes de la vie du Bouddha.
Après sa restauration, le monastère Yuxtone a été transformé en musée dans les années 1990. Un ingénieux système de cloisons mobiles permettait d'élargir les espaces intérieurs et d'ouvrir le monastère vers l'extérieur. Salé reste un centre religieux actif dont les monastères occupent plusieurs centaines de moines. Ce bâtiment de 2 étages accueille les novices. Le jardin de la pagode Nan fait un peu Disneyland. Elle abrite un grand Bouddha de lac qui aurait été apporté par les eaux de l'Irrawaddy. La colline de Pindaya est traversée par les escaliers conduisant aux fameuses grottes bouddhiques de Shwe O Min. Deux escaliers couverts partent l'un vers la ville de Pindaya et l'autre vers le monastère, construit à flanc de colline. Dès l'entrée de la grotte s'ouvre un véritable musée de Bouddha, apporté depuis près d'un millénaire par les pèlerins. Au dernier recensement, la grotte renfermerait plus de 8000 Bouddhas. Le stupa de l'entrée a été érigé par un souverain birman en 1160. Les images du Bouddha sont si petites qu'on appelle ce monument le pilier aux abeilles. Le piédestal de chaque statue porte le nom de son donateur et la date de la donation.
La grotte est par endroits un vrai labyrinthe qui ne cesse de s'enrichir de nouvelles statues apportées par les pèlerins. Par cet escalier couvert, on rejoint la petite ville de Pindaya, dont l'entrée est marquée par un parc d'impressionnants ficus. Les boutiques ne disposent pas de l'eau courante. C'est cet attelage qui assure leur ravitaillement. Sur la route vers Kakou, quelques joueurs disputent une partie de Passit. C'est la version birmane d'un jeu indien appelé le Pachissi. Des coquillages, les kauris, font office de dés. À chaque lancer, c'est le nombre de fentes visibles qui détermine le nombre de points marqués et qui permet de faire avancer le pion. Le but du Passit est de faire sortir le premier sépion par la case centrale après un tour complet du plateau. Dans cette partie de l'état Shan, les terres agricoles sont riches. C'est le territoire des Pao, le deuxième groupe ethnique de la région, qui compte environ 600 000 personnes. Le village de Kakou abrite l'un des sites les plus étonnants de la région. Sur un flanc de colline d'1 km² se dresse une forêt de 2500 stupas alignés en rang serré. La construction de ce jardin de stupas remonte au XVIe siècle. Le vent fait carillonner les cloches de prière accrochées sous les tis. La végétation s'empare parfois des stupas, qu'elle finit par détruire de l'intérieur. Les stupas les plus anciens sont restaurés grâce aux dons des pèlerins. Certains stupas plus baroques sont littéralement recouverts de dieux et d'animaux mythiques.
Dans ces régions, il n'existe aucun tracteur et les travaux agricoles se font avec les chars à bœufs. Ce bâtiment est un séchoir à feuilles de chiroute, ces cigares très prisés des Birmans. Les feuilles de Cordia dichotoma sont mises à sécher au-dessus d'un tunnel de braise. Nous découvrirons plus tard la fabrication des chiroutes. Malgré la pauvreté, l'offrande demeure pour les Birmans un geste naturel. L'offrande aux moines est perçue comme un échange, en contrepartie duquel les villageois reçoivent des mérites. C'est la raison pour laquelle les moines ne remercient pas les personnes qui les nourrissent. À Nyong Shwe, le monastère Yampai est peut-être le plus photogénique du Myanmar. Il dispose d'inhabituelles ouvertures qui permettent d'apercevoir les novices en plein apprentissage. Les jeunes récitent des mantras sous la conduite d'un moine. Nyong Shwe est le port d'embarquement vers le lac Inle. Pendant les 3 prochains jours, la pirogue sera notre seul moyen de transport. Le lac Inle se situe à 900 mètres d'altitude. Avec une superficie de 12 000 hectares, c'est le second plus grand lac du Myanmar. Sa profondeur moyenne n'est que de 2 mètres à la saison sèche. Elle double à la saison des pluies. Au sud du lac, dans le village de Talei, se dresse le monument religieux le plus important de l'État Shan, la pagode Pong Do Ho. Les toits étagés sont caractéristiques de l'architecture Shan. L'intérieur de la pagode est moderne. Les Birmans viennent nombreux vénérer 5 statues de Bouddha qui ont fini par disparaître enfouies sous les feuilles d'or qui se sont accumulées. Non loin de la pagode, un hangar abrite la barque de parade sur laquelle les statues du Bouddha sont transportées autour du lac lors d'une grande fête annuelle. Les pêcheurs du lac Inle appartiennent à l'ethnie Inta. Ils sont les seuls au monde à savoir manier la rame avec leurs jambes. Les maisons sont construites sur pilotis pour supporter les crues du lac. Elles sont faites de bois et de bambous tressés.
Les villageois sont surtout pêcheurs ou agriculteurs. Une partie de la population vit du tourisme, comme ces jeunes filles qui partent vendre des objets souvenirs. Quelques boutiques de souvenirs emploient des femmes kayanes, dont la présence attire davantage de touristes. Le collier spirale, dont le poids peut atteindre jusqu'à 20 kg, est remplacé au fur et à mesure de la croissance par une spirale plus longue. Parce qu'elle veut pas mettre ses enfants. Non, elle ne veut pas que ses enfants le portent. Ouais, elle veut pour aller à l'école, en plus, c'est difficile. Et elle fait combien d'années qu'elle le porte, la dame là? 9 ans. 9 ans. Elle a 60 ans maintenant. Le port du collier est devenu pour les femmes kayanes un moyen de gagner leur vie. Ainsi, cette femme ne s'est mise à porter son collier qu'à l'âge de 51 ans, préférant être employée par les boutiques plutôt que de continuer à travailler durement dans les champs. En dépit des apparences, le collier spirale n'allonge pas le cou, mais il pèse sur les clavicules et les côtes supérieures qui évoluent en penchant vers le bas. En tombant sur les épaules, le collier devient trop large pour envelopper le cou. C'est alors qu'il faut le remplacer par une nouvelle spirale plus longue. L'ethnique, vous voulez savoir le nom de l'ethnique? Badang. Badang. P-A-D-A-U-N-G. C'est pas Palang qu'on a vu des Palang, ici c'est Badang. P-A-D-A-U-N-G. Kayan là quoi? Le nom d'origine est Kayen, comme les Karen Kayen. Les Biamois, ils les appellent Badang. Badang, c'est-à-dire les femmes avec le cou très long. Les Biamois, ils les appellent. Demande-lui si pour dormir, si c'est difficile, si elle doit prendre une position toujours la même. Il faut tourner un petit peu. Dans les années 90, beaucoup de Kayanes sont partis pour la Thaïlande voisine où ils vivent souvent du tourisme. Car si le port du collier apporte au village une importante ressource d'argent, il n'en continue pas moins de représenter une part forte de l'identité culturelle kayane. Parfois, les jacintes d'eau finissent par obstruer les canaux, et il faut alors se débarrasser de ces plantes envahissantes. Pour cultiver légumes et fruits, les habitants ont construit d'ingénieux jardins flottants formés de racines extraites des parties profondes du lac. Elles sont rassemblées en nappes
et ancrée par des piquets de bambou. Les jardins montent et descendent avec le lac, ce qui leur permet de résister aux inondations. Dans cette eau chargée de nutriments, les jardins sont très fertiles. Mais ils ont aussi tendance à diminuer la surface du lac, car leur support finit par se transformer en sol. Chez les Inta, l'apprentissage de la navigation se fait dès le plus jeune âge. C'est à la rame, pour préserver la quiétude des occupants, que nous rejoignons l'Hindley Princess Resort, notre hôtel magnifiquement situé au nord-est du lac. La brume recouvre encore le lac à l'aube de notre dernière journée d'excursion. La navigation matinale permet de découvrir l'activité quotidienne des habitants. Dans ces longues pirogues, on récolte les algues qui pourraient obstruer le canal peu profond à cet endroit. La nasse est le mode de pêche traditionnel des Inta. Dans cette eau peu profonde, le pêcheur plaque sa nasse à l'endroit où il a repéré du poisson. Avec son trident, il pique le fond pour faire remonter le poisson dans le filet. Les mains mobilisées par la nasse, les Inta ont appris à manœuvrer le bateau avec la jambe. Cette posture les a fait connaître dans le monde entier. Aujourd'hui, les barques ont convergé vers le sud du lac, au marché de Nanpan.
Passés les inévitables stands destinés aux touristes, c'est bien la population locale qui se presse autour des étals et vient faire son marché. On vend ici pour un prix modique les chiroutes, ces fameux cigares prisés par les Birmans. Un homme qui fume le chiroute et achète des galettes de riz à une jeune fille portant le Tanaka, cette scène, on ne peut la voir qu'au Myanmar. Au ciné-club local, le choix est entre comédie romantique et comédie romantique. Bien entendu, le marché compte aussi ses traditionnels restaurants. Cet après-midi, nous partons à la découverte de la rive ouest du lac. À mesure que l'on progresse vers Intain, le canal se referme et les arbres réapparaissent. À Intain, les habitations sont construites sur la terre ferme, au bord du canal. Ce pêcheur utilise un grand panier d'osier pour capturer crevettes et petits poissons, qu'il dépose ensuite au frais dans la jarre suspendue. Cette longue colonnade conduit au monastère d'Intain. Plus de 1000 stupas ont été construits autour du monastère au XVIIe et XVIIIe siècle. Beaucoup sont en voie d'effondrement en attendant les dons de fidèles qui assureront leur restauration. Les stupas bordant le monastère ont été restaurés, retrouvant les ors chers aux Birmans. Ces femmes Pao ont marché 2 heures depuis leur village pour venir vendre leur bois à Intain. De retour sur le lac, nous traversons le village de Kela. Dans cette fabrique de chiroutes, les feuilles de Cordia dichotoma sont triées par taille et par qualité. La fabrication des chiroutes est un travail exclusivement féminin. Dans la feuille, on insère un filtre de papier maïs, un peu de tabac et une bonne dose d'épices ou de fruits.
Les goûts les plus classiques sont anis et menthe. Les Birmans raffolent de ces chiroutes dont le prix reste modique. La dextérité de ces jeunes filles est impressionnante. Elles sont payées à la pièce pour quelques tchiats. Le monastère Ngakpe est connu dans tout le Myanmar. Sa vaste salle de méditation abrite des statues de Bouddha de style Shan, tibétain et de Bagan. Mais si belles soient-elles, ce ne sont pas ces statues qui valent sa réputation à ce monastère. Car c'est ici que jadis, un moine qui devait avoir quelques moments perdus apprit au chat du monastère à sauter à travers un cerceau. À la mort du moine, des laïcs ont perpétué la tradition des chats sauteurs qui attirent dans ce monastère des visiteurs du monde entier. Alors que s'achève notre voyage, le Myanmar n'a jamais semblé si proche de sortir de l'isolement dans lequel l'a plongé la junte depuis 50 ans. Plus que jamais, on espère pour Aung San Suu Kyi et le peuple birman que cet espoir se traduira enfin par l'établissement de la démocratie dans ce pays aussi singulier qu'attachant.